Pécresse, Jadot, Mélenchon, Zemmour, le suspense est total, mais finalement, une question se pose, et si Emmanuel Macron avait déjà gagné? Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, en préambule de cette vidéo enquête, j'ai mis l'impair beige d'inspecteur milieu, les lunettes en 2001, on va s'en mettre plein la cravate, mais en attendant, et pour soutenir l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est bien, c'est un petit clic, je veux dire, ça mange pas de biscotte, comme on dit dans le Luberon, tu te régales, tu te marres, le petit pouce, tu partages autour de toi, parce que cette vidéo, elle risque de faire jaser. Et oui, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo juste milieu, on va parler des élections présidentielles de 2022 dans un contexte plus que particulier. Et finalement, je suis pas pilote d'avion, mais tout concorde et va dans le sens d'une victoire d'Emmanuel Macron. On a l'impression que c'est déjà réglé. Alors justement, on va en parler. Sondages, enquêtes, médias. Apparemment, tout ça, c'est joué d'avance. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Alors justement, et pour aller dans le vif du sujet immédiatement, je vous propose, chers amis, en préambule, une petite pétition pour faire savoir si vous êtes contre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Vous allez voir, au fil de cette vidéo, on a l'impression que c'est couru d'avance, que tout le monde est pour, qu'il va finir avec 120% des voix. Donc là, petite pétition. Vous signez pour savoir à peu près combien on est en France à considérer que ce serait une connerie. Donc il y a le lien tout en haut de la description de la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout. Il faut que ça fasse boule de neige. Éventuellement boule de gomme, enfin boule de ce que vous voulez. Mais il faut que ça prenne une ampleur zinzin, parce que là ça commence à être fou ce qu'on entend, tu vas voir. Et on commence cette vidéo qui sera en 3 parties, véritable triptyque. Première partie, les sondages. Deuxième partie, le comportement médiatique curieux vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et troisième partie, l'absence totale d'analyse du bilan. Donc, tu l'auras compris, première partie, on attaque avec les sondages. Mais c'est de la merde. Alors, vous connaissez peut-être la posture de la guinguette. Pour ceux qui suivent juste mieux, vous savez que moi et les sondages, il y a autant, si vous voulez, de liens qu'entre Éric Dupond-Moretti et l'honnêteté en politique. Donc, quelles sont vos sources? Ah, j'aime pas ça, mais bon, vous allez voir pourquoi. J'ai des sources, attention. Alors déjà concernant la candidature d'Emmanuel Macron pour 2022, on a eu une courbe intéressante du média, le Télégramme, média régional, qui nous a offert une courbe qui suivait un peu, si tu veux, l'évolution de tous les candidats. Tu noteras qu'Emmanuel Macron, il est tout en haut, mais depuis le début. Il commence à cet endroit-là. Mais ils auraient pu commencer à janvier 1782, qu'il était déjà devant. Donc déjà, on a une courbe où il y a très peu de variations dans les sondages d'opinion qui sont faits, où ils vont interroger des types, alors toi tu votes pour qui? Macron, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est totalement lisse. Et pourtant, dès que tu fais d'autres sondages qui sortent un petit peu des codes, là ça commence à gratter tel des orties. Ah oui, vous en avez peut-être entendu parler, l'affaire du sondage RTL. Alors je récapitule pour les mauvais élèves de la classe. Il y a quelques jours, début mars, la radio RTL que tu connais a fait un petit sondage sur Twitter. Ils se sont dit, tiens, pour ou contre la réélection d'Emmanuel Macron. De toute façon, les sondages nous disent que 120 millions de Français sont pour. C'est que ça doit être vrai. Donc ils ont posé la question. Ah ben le résultat, patatras. Hein. Plus de 40 000 réponses. Et du coup, ils ont supprimé le sondage. Oh les bâtards. Ouais, il y avait 84% de non et curieusement, le sondage a disparu. Alors moi, je pense que ce sont des hackers russes, hein, comme souvent. Ça, c'est Jean-Michel Blanquer qui nous avait dit pour les programmes d'histoire géo. Votre petite boutade sur les cyberattaques russes montre à quel point vous ignorez le sujet. Mais vous l'ignorez complètement parce que des attaques russes, il y en a en permanence et sur les sujets les plus anodins. Donc... C'était les hackers russes. Moi, je pense que ce sont les hackers russes parce que là, c'est pas dans l'intérêt d'RTL de supprimer un sondage qui montrerait que beaucoup de Français sont contre la réelle. Complètement givré ou quoi. Mais c'est vrai que cette question des sondages, si vous voulez, au-delà de la zone d'ombre totale qu'incarnent les sondages, à savoir on ne sait jamais qui commande les sondages, pour quel budget, quels sont les échantillons, quelle est l'origine des gens interrogés. Ouais, c'est pas faux. En gros, on sait rien, mais on en parle tous les jours et les médias commandent ça tous les jours. Il y a un véritable problème et son petit nom, c'est le SIG.
Oui, alors, là, dit comme ça, ça ne veut rien dire. Mais le SIG, j'ai mené l'enquête, tu le sais, c'est une vidéo enquête, là on rigole pas, il y a de la fumée de cigare. Le cœur du problème, donc c'est le SIG, et on a eu un article notamment de Capital du 4 juin 2021, les sources sont en description de la vidéo, vous connaissez la maison, et cet article nous disait que le SIG, donc qui est le service d'information du gouvernement, donc là on est directement tout en haut en contact avec Emmanuel Macron, Diego Maradona et Jésus-Christ, nous expliquait que le budget a doublé en 2020 de 14 millions à 28 millions d'euros. Que de l'argent soit dépensé sans rien faire. Ça, on est au courant, je t'apprends rien. Non, là, c'est dans un objectif très précis. Le SIG, Service d'information du gouvernement, c'est en vérité l'antenne qui est en charge de commander directement pour l'Élysée des sondages, des enquêtes d'opinion, tout ce que tu veux, aux différents instituts qui existent pour prendre un petit peu la température. Notamment avec la crise du Covid-19, ça s'est accéléré. Hein. L'article nous apprend qu'il y a eu 33 sondages réalisés entre le 5 mars et le 28 mai pour un budget d'1 million d'euros. Ouais. Donc en fait, je vais récapituler étape par étape dans cette vidéo parce que je ne veux pas en perdre en route. On a l'Élysée qui commande des sondages pour commenter sa propre action politique dans le but de construire l'opinion pour l'Élysée. C'est bon, tu l'as. Si tu saignes du nez maintenant, faut aller manger tu prends des chipsters, des abricots secs parce que ça va swinguer. Et puis en plus, l'article nous apprend encore que c'est une fâcheuse tendance du côté de l'Élysée que de commander beaucoup de sondages et d'enquêtes d'opinion pour commenter sa propre action. On apprend que par exemple en avril et mai 2018, alors que le gouvernement présente sa réforme de la SNCF, ce ne sont pas moins de 20 études d'opinion qui sont commandées par le gouvernement. Sur l'année 2017, la somme dépensée par le SIG en sondage atteint 1,4 million d'euros. Alors, je ne vais pas te faire un dessin, il y a d'excellents livres, d'excellents documentaires qui existent sur la mécanique des sondages, qui est une véritable fabrique de l'opinion. En termes de ressort psychologique, c'est un ressort simple, c'est-à-dire que plus on va vous répéter quelque chose, plus vous allez considérer cette information comme vraie et véridique. Donc plus on vous répète qu'Emmanuel Macron est premier dans les sondages, plus cela veut dire qu'il a les capacités et les moyens d'être premier dans les sondages. Si tout le monde vote pour lui, c'est bien qu'il y a de bonnes raisons. Mais ça marche avec tout. Ça, c'est le piège de la pensée de groupe. C'est que la manière dont on a organisé la décision, ou plutôt la manière dont on l'a pas organisée, on l'a juste laissé émerger comme ça, va faire en sorte que la première idée, ou celle qui est exprimée le plus fort, ou quand il y a une hiérarchie, celle qui est exprimée par le chef, va avoir plus de poids que les autres, et que ceux qui sont en désaccord vont avoir tendance à étouffer leur désaccord, parce qu'ils veulent pas faire de vagues, parce qu'ils veulent pas être enquiquinants, et parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont pas seuls à penser comme ils pensent. C'est-à-dire que là, on parle de l'Élysée. Mais moi, si je veux l'Institut Juste Milieu, je fais des sondages auprès des Français, tous les jours, pendant un mois, pour dire qui est le meilleur entre Rémi de Juste Milieu, une boîte de cornichons, Gérald Darmanin. Bon, c'est vrai que sur les deux, déjà, je trouble un petit peu l'opinion. Mais tu vois, je vais sortir premier. Enfin, j'espère, on croise les doigts. Et si je sors premier tous les jours, pendant un mois, les gens vont dire « Oui, Rémi Juste Milieu, il est génial ». Ouais, alors que pas du tout. J'aurais financé ça avec mon propre argent en faisant croire à une mécanique transparente qui est celle des sondages. Ouais, tu vois, ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est ce avec quoi on te bassine depuis des mois. D'accord, oui. Et pour te dire jusqu'où la salade elle est épicée, c'est que même les fabricants de l'opinion commencent eux-mêmes à s'interroger sur ce qu'ils ont créé, à savoir Brice Teinturier. Alors lui, il est délégué d'Ipsos et il nous a dit sur LCI début mars... Oui, totalement. On a d'abord une montée, une dynamique qui a été très forte. 4 points en quelques jours, c'est énorme. Quasi... C'est énorme pour le sondeur que vous êtes. Donc on voit très bien que cet événement, il est majeur, comme je le disais. L'inquiétude, elle est extrêmement forte. Ça veut dire que jusqu'au dernier quart d'heure, nous allons avoir un président qui sera confronté à la crise ukrainienne, bien évidemment, des Français qui peuvent le comprendre en partie, mais peut-être à nouveau le risque d'un débat escamoté sur son bilan, et il faut que ce débat ait lieu sur son bilan et sur les options qu'il entend défendre. Donc c'est toujours cette histoire. Est-ce qu'on est capable, malgré l'Ukraine, d'avoir véritablement le débat que les Français attendent à chaque élection présidentielle? Donc rien que sur cette séquence, si vous voulez, on a donc Brice Teinturier qui fait partie de l'Ipsos, qui est un des plus grands instituts français de sondage, qui commence à dire là, bon, on a fait de la merde. D'accord, mais là, c'est en train de nous dépasser. Là, c'est un véritable océan de merde, parce que forcément, ça n'a plus de sens. Emmanuel Macron était déjà premier, et là, il continue à monter. Donc, au bout d'un moment, quand il va être à 80% de voix au premier tour, et là, les journalistes vont être bien emmerdés pour commenter ça, dire non, non, mais c'est le jeu démocratique, 108% des voix, si, c'est quoi ça?
Hein? Comment ça? En marche, monsieur Macron. C'est une dictature qui se prépare. Vous êtes parti loin quand même. Hein. Non. Donc on récapitule sur la question des sondages. On a une mécanique de fabrique de l'opinion qui n'est absolument pas transparente. On ne sait jamais qui commande les sondages, où sont réalisés ces sondages, sur quelle population, pour quel montant financier. Donc pas de transparence. On a une mécanique, si vous voulez, on sait pertinemment que le but est de fabriquer l'opinion. Après tout, à partir du moment où on le sait, ça permet d'être prudent. Mais on commande ça quand même tous les jours. On a l'Élysée lui-même qui utilise grandement cet outil. Et puis finalement, ça dérange personne. Ouais, mais Emmanuel Macron, il fait que monter dans les sondages et compagnie. Mais l'affaire Benalla, gestion du Covid-19... Gilets jaunes. Ouais, non, mais arrête, c'est pas la question. On te dit qu'il monte dans les sondages. On te dit qu'il n'y a pas de problème. Donc arrête avec tes histoires de science-fiction. Comme souvent, la vérité est ailleurs et on a eu un élément de réflexion très intéressant fourni par le journal L'Opinion dans son édition du 7 mars qui allait interroger Serge Effez, qui est psychologue et qui nous dit ceci. Là, attention, là on rigole pas. Quand on a peur, on va vers ce qui nous paraît représenter la sécurité, soit à travers des discours musclés qui utilisent la peur pour rassembler, soit vers ce que l'on connaît déjà. Donc là, on est dans l'interprétation, si vous voulez, du discours médiatique et du discours d'opinion via les sondages qui est transmis en ce moment, et notamment dans le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, l'article de l'Opinion nous dit également « La figure rassurante est incarnée par Emmanuel Macron, à en croire sa spectaculaire progression depuis le début du conflit, que ce soit en termes d'intention de vote, 30,5%, soit un bond de 4 points, ou de popularité à 40% en hausse de 9 points, selon le baromètre YouGov pour le Huffington Post. » Alors, forcément, petite parenthèse sur ce contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'idée n'est pas de minimiser l'événement ou d'en faire une broutille sur laquelle on va commenter quoi que ce soit. Bien sûr que le contexte est grave, bien sûr que l'heure est grave et qu'il faut rester sérieux sur ce qui se passe, mais il faut aussi, vous connaissez la guinguette, pas sombrer dans le règne de l'émotion. Vous êtes dingue. À partir du moment où on est dans l'émotion, on ne réfléchit plus, on ne garde plus la tête froide et on oublie de constater que la situation profite quand même à quelques-uns. Et oui, Emmanuel Macron a tout intérêt à se poser en chef de guerre, à se poser en responsable apaisant de la situation. On nous dit tous les jours ou presque qu'il a échangé avec Vladimir Poutine, que la situation quasiment, c'est bon, il maîtrise. Bon, à chaque fois qu'il l'appelle, il se passe une tuilasse derrière, mais ça, c'est pas la question. Mais on te dit quand même que cette situation-là, sur le plan électoral, profite à Emmanuel Macron, c'est une évidence. Les autres candidats sont dans un véritable piège où eux, qui souhaiteraient continuer la campagne et faire le jeu politique, ils se retrouvent en face d'un président qui est au-dessus de tout ça, qui leur dit « Oui, non, mais battez-vous pour un quignon, moi je vais à la chasse, je vais chasser des mammouths. » Parce que c'est notre projet! Donc forcément, les autres candidats passent pour des affreux opportunistes qui oublient de regarder la guerre, là où Emmanuel Macron est au-dessus de tout ça, et il incarne l'apaisement dont nous parle l'article de l'Opinion, et forcément, ça gagne. Mais finalement, celui qui en parle le mieux, pour le coup, est nul autre que Michel Onfray. Ça, c'était le 3 mars sur CNews, chez Sonia Mabrouk, et il nous parle de l'action d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ce conflit. Mais il y a une campagne tout de suite. Il ne faut pas dire qu'il y a pas... Vous la voyez ? Évidemment, elle existe cette campagne, avec une confiscation de la guerre à des fins de politique politicienne, ça me paraît évident. Il n'y a pas d'un côté un chef d'État qui s'occuperait de la guerre et qui serait le patron de l'Europe et qui s'occuperait de choses tellement importantes qu'il n'a rien à voir avec le candidat à sa propre succession. C'est le même personnage, c'est en même temps pour le coup. On va défendre sa théorie et on ne peut pas imaginer qu'il ait cette grandeur d'âme qui consiste à dire « je suis tellement dans le souci de l'Europe, de la présidence de l'Europe et de la présidence de la France que je n'ai aucun souci de moi-même comme candidat. » Il est un même personnage qui veut être réélu, qui se sert. Ceci dit, j'ai rien contre lui sur ce terrain-là, parce que tout le monde à sa place ferait la même chose. Sur la question des sondages, pour boucler cette première partie, vous allez voir que là encore, même s'il a dit quelques conneries, notamment sur le professeur Raoult et tout, enfin c'est pas le débat, Michel Onfray, une fois de plus, nous éclaire de sa lanterne sur la question des sondages, vous allez voir, c'est pertinent. Je crois que les sondages fabriquent l'opinion et qu'on a la mémoire courte. On a quand même oublié qu'aucun sondage n'avait prévu que Jospin serait viré. Aucun sondage n'avait prévu que Jean-Marie Le Pen serait présent au deuxième tour. Il y a plein de sondages qui se sont trompés. Donc on nous dit... Là, marge d'erreur, si par exemple, là il est à 25, je vous assure que s'il sort au premier tour à 15... ça va. Là, votre thèse du complot, elle va être entendue. D'abord, c'est pas une thèse du complot, mais ensuite, il y a un tas de gens dont on ne parle jamais qui sont les abstentionnistes. On ne sait pas ce que vont faire les abstentionnistes. Donc, on ne peut pas donner des chiffres comme ça en disant, lui, il est toujours à 25. D'abord, je suis très étonné.
Quelqu'un qui ne peut pas sortir dans la rue sans se faire cracher dessus, sans se prendre une gifle, sans avoir 3 quarts de CRS, sans être obligé de choisir les gens qui l'applaudissent avec des petits bracelets orange, je ne sais plus à quel endroit, parce qu'il est obligé de sélectionner son public parce qu'il ne peut plus rencontrer les gens directement. Quand il va au théâtre, il y a 3 personnes qui donnent un coup de fil, tout le monde arrive et le traite de tous les noms et il est obligé de se faire exfiltrer. Je veux dire, quelqu'un qui en est là dans son rapport au peuple et qui n'a cessé de le mépriser pendant 5 ans, je vois mal comment il pourrait être à 25 sans cesse, en permanence. Et on va tout doucement aller dans la deuxième grande partie de cette vidéo concernant les comportements médiatiques vis-à-vis de la candidature d'Emmanuel Macron pour 2022. Là encore, vous l'aurez compris, on dirait qu'il a déjà gagné. Les autres ne sont que des sous-fifres à même de faire le spectacle. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? D'autant que les médias nous avaient déjà servi cette mécanique en 2017. Tu vois, tu te dis, bon, ça marche une fois, mais pas 15. Et oui, parce qu'on a même Acrimed, donc l'Observatoire des médias, qui nous alerte dans un article du 28 février 2022 et qui fait le point de comparaison entre le comportement des médias en 2017 et celui en 2022. On apprend, je te lis l'article, notamment au sujet de BFM TV, qui est détenu par le milliardaire Patrick Drahi, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Et là, Acrimed nous dit, sur ce qui s'était passé en 2017, en 4 mois, BFM TV a retransmis 426 minutes de discours de l'ancien ministre de l'économie au cours de ses meetings, contre 440 minutes pour ses 4 principaux adversaires réunis. Donc on voit la tendance de ce qui s'était passé en 2017. On pourrait vraiment citer beaucoup d'éléments, beaucoup d'articles, beaucoup de livres qui ont été écrits pour parler de ça. Mais la conclusion de l'article est intéressante parce qu'en gros, c'est rebelote. Écoute, comme avec Balladur ou Sarkozy avant lui, ou Éric Zemmour après lui, les médias ont coproduit chacun des événements mis en scène par l'ex-ministre de l'économie, ses réformes, sa démission, le suspense de son annonce de candidature, sa candidature, ses premiers meetings, etc. C'est ainsi que les journalistes politiques sont devenus au fil des élections des commentateurs commentant la dramaturgie d'une campagne à la manière de celle d'une pièce de théâtre. On peut pas mieux dire, on peut pas mieux dire. Et effectivement, cette notion de journalistes politiques qui ne sont plus que des commentateurs, à même de faire monter la mayonnaise pour assurer l'audience, mais absolument pas l'analyse, on est précisément là-dedans aujourd'hui. J'éternue, est-ce que le virus peut tenir dessus? Est-ce qu'il vaut mieux en fait se raser? Ben oui, malheureusement, Edouard, je suis désolée, il va falloir... Voyez l'emballement qu'il y a eu autour de la candidature d'Emmanuel Macron, alors qu'on sait pertinemment depuis au moins 4 mois que toutes ces équipes s'activent pour préparer cette entrée en campagne, et que là, on nous a posé ça comme un immense événement, alors que c'était un secret de polichinelle pour n'importe qui s'intéressait un petit peu à la situation. Et puis, anecdotique, mais pas tant que ça, là encore, remontons en 2016, Emmanuel Macron, et on sait qu'il va être candidat, mais ils font monter la mayonnaise, et regardez la couverture que les médias ont assuré à ce moment-là, pour un événement dont tout le monde s'en cire complètement, à savoir qu'Emmanuel Macron s'était poussé la barbe. Regardez, ça c'était ce qu'on avait eu en une dans les journaux. Objectivité, c'est le mot, c'est le mot qu'il faut. Ouais, mais on parle de tout ça, l'entrée en campagne et tout, mais l'affaire Mimi Marchand, les déboires géopolitiques, notamment avec l'Australie, ceux qui ne sont rien, emmerder les non-vaccinés, les illettrés de GAD. Ouais, mais ta gueule en fait. Parce que là ça commence à me courir sur l'haricot. On t'a dit, c'est un chef de guerre, il est en campagne. Du passé, faisons table rase, d'accord? Donc voilà, les médias ont un comportement absolument coulant, une fois de plus, avec Emmanuel Macron, quitte à réutiliser une mécanique qui avait fait ses preuves en 2017, à tel point qu'on peut désormais avoir un ministre de l'Intérieur, à savoir Gérald Darmanin, qui, début février, à la radio, France Info, France Inter, donc radio publique, nous disait, écoute... Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Et là, pareil, très peu d'écho, très peu de remise en question pour ce qui était officiellement une fake news. Et puis, encore aujourd'hui, on a un comportement médiatique curieux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr que le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine monopolise les esprits et que c'est l'actualité plus que marquante de nos jours. Mais en attendant, on peut quand même aussi regarder ce qui se passe. Et par exemple, l'affaire Nathalie Elimas. Alors non, elle n'est pas dresseuse de limaces en Bourgogne. Non, rien à voir, elle est secrétaire d'État chargée à l'éducation prioritaire. Tu te dis, bon, chargée à l'éducation, c'est sérieux, c'est Pascal le grand frère, tu vois. Bon, alors patatras, elle a été accusée de harcèlement et de maltraitance au sein de son cabinet, avec ses collaborateurs. Ouais. C'est de l'éducation, c'est la République en marche, on t'avait dit, ça marche. Et ben voilà le traitement qu'on a pu avoir dans le Figaro du 7 mars. Regardez, on a un gros article sur Emmanuel Macron avec le sous-titre « Malgré une candidature minimaliste, le président sortant est porté par les sondages et les ralliements ». Ça, c'est le gros article. Et puis tu vois la toute petite colonne de droite, tu la vois? Oui, et bien là, on te parle de l'affaire Nathalie Elimas. Ouais, qu'elle a quitté le gouvernement.
Non, non, elle a quitté, parce qu'elle aurait pu rester, hein, quand même, harcèlement. Et ouais. Pourtant, en février 2022, on nous le disait, hein, on nous expliquait que la dame avait refusé de démissionner. Depuis ce week-end, je suis victime d'une attaque d'une grande violence à titre personnel, mais je pense aussi beaucoup ce matin à mes enfants qui ont très mal vécu ce week-end quand ils ont vu leur mère accusée de harcèlement. Parce que dès lors qu'on accuse de harcèlement, vous savez, dans la presse, sur les réseaux sociaux, on n'est déjà plus accusé, on est déjà coupable de harcèlement. Ce qui se passe très précisément, c'est une enquête interne. Ouais, pourtant, il y a Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation, son ministre de tutelle, et Jean Castex, Premier ministre, qui lui avait dit, Nathalie, il faudra quand même songer à aller dresser des limaces, parce que tu peux pas rester. Elle a dit non, en fait, je vais rester. Ouais, elle a dit, je vais rester, et elle est restée, voilà. Et là, elle a décidé de quitter, ça y est. Non, c'est pas parce qu'il y a eu d'autres preuves accablantes sur ce qu'elle a fait. Non, non. Et puis là encore, on continue sur le traitement médiatique de la campagne d'Emmanuel Macron. C'était la fameuse lettre aux Français, publiée le 3 mars. Tout le monde en a parlé. On ne se doutait pas qu'il allait être candidat. C'était la grande révélation. Là encore, très peu de critiques, quasiment aucune analyse de fond. Ah ouais, aucune analyse de fond. Hein. Sur une lettre de campagne, si vous voulez, qui fait passer le programme électoral de Christiane Taubira pour un intégral Pléiade en termes intellectuels. Donc ouais, cette lettre, il n'y avait rien. Voilà les formulations qu'on avait. Travailler plus, mieux rémunérer les enseignants. Il parle de la France comme d'une grande nation écologique. Aucun mot sur la justice. Aucune explication sur comment la France va rééquilibrer les comptes après le quoi qu'il en coûte et un déficit quand même de 220 milliards d'euros. Non. Non. Ça a eu une très large couverture pour une lettre qui ne disait rien. Et je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Ouais, c'est vrai qu'on dirait le nouveau roman de Christine Angot quand même. Mais bon, elle n'a pas la même exposition, elle. Je me fiche de la prochaine élection. Et puis une lettre relayée forcément dans tous les quotidiens de la presse régionale ou presque, parce qu'il fallait faire peuple. Donc on a mis ça là. Bon, c'est pas comme s'il occupait l'antenne de toute façon de manière générale. On a eu quand même un élément de résistance que j'aimerais souligner pour montrer que cette situation semble anormale, pas qu'à moi et pas qu'à vous, chers spectateurs. Non, on a eu Patrick Jankelevich. Alors lui, il est rédacteur en chef du journal La Voix du Nord, qui a décidé de ne pas publier la lettre en entier. Ils ont mis quelques extraits. Après, ils ont dit, si vous voulez lire la lettre en entier, vous allez sur notre site internet. Et donc, Patrick Jankelevich, ou Jankelevich, je sais pas comment on dit, il a fait un thread sur Twitter le 3 mars, et il a dit notamment, Emmanuel Macron candidat n'est pas Emmanuel Macron président, et il a expliqué, publier cette lettre in extenso dans notre journal serait établir un déséquilibre entre les candidats. Ouais, il est rédacteur en chef de La Voix du Nord. Donc si lui le dit, c'est que soit les autres se taisent, soit ils n'ont rien à foutre à leur poste. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, parce que c'est le nom de la chaîne. Et puis on va finir en beauté avec la troisième grande partie de cette vidéo, du pourquoi, du comment Emmanuel Macron aurait, semble-t-il, déjà gagné les présidentielles 2022 avec l'absence d'analyse du bilan. Ah ouais, t'as l'impression, pendant 5 ans, il n'y a rien eu. Là, il y a le conflit. Enfin, il y a eu Covid un peu. Allez, je ne sais pas si tu te rappelles. Après, Ukraine, donc il n'y a pas de bilan, absence totale. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, on a en plus, dans le cadre d'une élection plus que particulière, on n'a jamais eu une liste de candidats dévoilée aussi tard. On n'a jamais eu de tels problèmes sur les parrainages avec de gros candidats qui les ont eu ric-rac dernière minute. On a énormément de problèmes dans l'organisation de cette campagne. Un président sortant qui a dit qu'il ne voulait pas participer au débat du premier tour, c'est dire. Et puis en plus, on a une position plus que complexe pour les autres candidats. Et c'est notamment Antoine Bristiel, qui est directeur de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès, qui nous le dit dans l'opinion du 7 mars, qui nous dit « Tous les candidats sont très embêtés, c'est extrêmement compliqué d'avoir une position divergente de celle du chef de l'État. Il y a cette idée sous-jacente de ne pas rajouter d'instabilité à l'instabilité. » Donc les mecs ont le droit, si tu veux, de faire des meetings à la con, de dire « Oui, Emmanuel Macron, c'est bien ce qu'il fait. » Parce que s'ils ne le disent pas, il est pro-Poutine. Ouais, t'en as deux qui ont commencé à critiquer un peu, alors de manière plus ou moins maligne, c'est Mélenchon et Zemmour. Et tout le monde leur a dit non, vous êtes pro-Poutine. Et tu vois fleurir des articles. Tu vois, par exemple, Zemmour, c'est quasiment un membre du KGB. Ça, c'était en JDD de dimanche. Ouais, Mélenchon, pareil. Enfin, bref. Et puis, par contre, niveau bilan, si tu te penches un peu, tu sais que tu considères que oui, le contexte est grave, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité, et notamment en termes de bilan, parce que le Russie-Ukraine, c'était il y a 10 jours, tu vois. Le bilan de Emmanuel Macron, ça fait 5 ans. Donc il n'y a pas eu ça depuis le début. Voilà. Non, mais je le dis parce que je sais que je peux paraître pour un exotique, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et tu as Emmanuel Macron qui va vers sa réélection avec, par exemple, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice mis en examen.
toujours en poste. Ouais, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, mise en examen par la Cour de justice de la République. Ouais, pourtant, en 2017, il nous disait ça, Emmanuel Macron. Quand même, sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Et puis pareil, un niveau bilan, et je ne vais pas m'amuser à ouvrir tous les tiroirs, ma caméra a une autonomie de 20 heures seulement, donc ça ne suffira pas, voilà. On va se concentrer sur le bilan et les élections. Parce que rappelle-toi les élections régionales 2021. Ouais, ça s'était pas passé comme il faut. Grosse défaillance, il y avait une privatisation en grande partie de la distribution des tracts électoraux, tu sais, des programmes, ça s'appelle la propagande, pour une fois qu'ils mettent les mots sur les choses. Et on avait 40% des électeurs français qui n'avaient pas reçu la propagande. Ouais, 40%. 40%, c'est beaucoup parce que c'est quand même plus que les intentions de vote d'Emmanuel Macron au premier tour. Donc c'est énorme. Et bon, tu vas me dire, c'était bon signe, parce qu'en soi, ça avait favorisé l'abstention. 65,31% au second tour. Et La République En Marche avait fait 0,44% au second tour. Mais là, ils vont faire premier, direct. Ouais, non, mais je sais, je suis pas mathématicien, mais je comprends pas tout, là. Enfin bon, bref, on s'en rappelle, c'était un véritable scandale démocratique, et c'est toujours la même équipe qui est aux manettes. Non, il n'y a pas eu de sanction. Darmanin, il est resté. Parce qu'il il avait une autre affaire à gérer, son histoire d'agression sexuelle, bref. Et il est toujours en poste. Et en plus, il a des idées derrière la tête. Ça s'était tellement bien passé que regarde ce qu'il veut faire maintenant. Moi, le président de la République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Oui. Voilà, donc je travaille, sous son autorité, à mettre en place ce vote à distance. Non, et puis tu te dis, bon, après tout, on a tous le droit à l'erreur, hein, ça peut être un couac. Donc il y a les élections municipales aussi 2020, tu t'en rappelles. Tu sais, le premier tour qui est maintenu alors qu'il y a une pandémie, la Chine qui est bloquée. Arrête, Dimitri. C'est la première fois que je te parle dans cette vidéo, mais c'est la dernière fois. Bon, premier tour des élections municipales, 15 mars 2020, il avait fallu 8 mois pour connaître les résultats. Ouais, c'est le ministère de l'Intérieur qui les dévoile. Normalement, ça se fait le soir même, tu vois. Là, il avait fallu 8 mois. Ouais, La République En Marche avait pris une branlée. Cause, conséquence, j'en sais rien. Attention, j'ai pas dit qu'il y avait de lien. Complotiste. Enfin, bon bref, on arrive à la fin de cette troisième partie, et mécaniquement à la fin de cette vidéo sur les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron, apparemment, a déjà gagné en 2022 toute cette machinerie des sondages, des médias qui se mettent en branle et qui rend la situation quand même un petit peu complexe à analyser. On ne sait plus trop où on en est, jusqu'à la tenue même du scrutin où on ne sait pas si on aura la bonne tenue d'un scrutin de manière parfaitement démocratique, avec distribution des programmes, etc. Mais en conclusion, un petit extrait, je voulais... Voilà, tu vois, là c'est la cerise sur le gâteau, sur le kebab, sur la tartiflette. Voilà, c'est un menu gourmand, je dis pas, mais c'est un encas pour Gérard Depardieu. Et en conclusion, je voulais vous montrer cet extrait de Céline Pigalle, qui est directrice de la rédaction BFM TV, et qui peut-être à elle seule résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Elle avait déclaré ça, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, dans une conférence qu'elle a donnée. Basique, très prosaïque, quand Sibeth Ndiaye dit on ne va pas avoir besoin de masques parce que de toute façon on ne saurait pas comment les porter. Enfin vous voyez, on est sur quelque chose de très... Mais dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment des circonstances. Ouais, voilà. Et elle gère un média, donc forcément ce média qui va parler des sondages, qui va les relayer, qui va faire monter la mayonnaise, comme on le disait tout à l'heure sur le rôle des commentateurs politiques. Ouais, t'as compris qu'on est quand même, on n'est pas loin du bout du rouleau quand même. Enfin bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo un peu plus longue que d'habitude, on se fend un petit peu moins la poire, mais je voulais remonter le fil de tout ça. Je voulais faire mener cette enquête avec vous. Après voilà, vous connaissez la guinguette, chacun a ses opinions, chacun a son avis politique. Bien sûr, si vous êtes pro-Macron, il n'y a aucun problème, ou pro qui vous voulez, mais juste d'avoir en tête et d'être lucide sur ce qui est en train de se jouer, sur cette machinerie médiatique qui se met en place et qui pose problème, quelles que soient les convictions des citoyens. Donc voilà, si ça vous tente, vous avez envie de vous marrer un peu plus. Bon, il y a les autres vidéos juste mieux. C'est pas mal, on déconne. Puis sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai pas les mots, mais ça se défend.